l'exigence de la République, d'une République où la liberté serait plus effective, où l'égalité serait plus complète, où la fraternité serait plus sincère, eh bien c'est à partir de cette histoire, à partir de ceux qui ont été sortis de l'humanité ou qu'on a essayé de sortir de l'humanité, eh bien qu'il y a quelque part un message qui est adressé à l'humanité. Et donc je vous souhaite et je nous souhaite une très bonne marche silencieuse vers la place de la République, et nous dirons tranquillement par notre présence, par notre silence, mais qui dit aussi beaucoup de choses, eh bien que nous avons des exigences, que ces exigences sont légitimes. C'est une exigence qui a trait à l'universalisme. L'universalisme permet précisément d'éviter les deux écueils que j'expliquais. L'universalisme, c'est la conquête de la rencontre de l'autre sur un pied d'égalité. Et c'est quelque chose qui est fondamental dans la logique antiraciste. Mais l'universalisme, ça n'est pas quelque chose de désincarné. L'universalisme, c'est aussi l'universalité des droits. C'est l'universalité de la dignité. C'est l'universalité de la fraternité entre les individus. Et c'est en portant ces exigences tranquillement et dignement, eh bien que nous aurons une contribution à l'universalisme. Et encore une fois, c'est grâce à ces organisateurs que j'ai salués au point de départ et grâce à vous tous, eh bien que quelque part nous participons aujourd'hui à rendre la République plus en harmonie avec elle-même et que nous contribuerons à réparer ces failles qui ne sont pas admissibles au XXIe siècle. Donc je vous remercie tous pour votre présence et bonne marche à tous. Ah, je vois avec plaisir que vous vous êtes rapprochés. Merci d'avoir applaudi Dominique Sopo. Je vais appeler Claudie Siard. Claudie Siard, qui est journaliste, directeur de radio, que vous connaissez depuis de longues années et qui est aussi un des combattants de la première heure. Claudie. Bonjour. Je n'ai pas de notes, car aujourd'hui je voulais vous parler avec mon cœur, avec mes tripes, avec ma tristesse, avec ma colère légitime, mais une colère qui ne doit en aucun cas engendrer la haine, mais l'envie de conjuguer, l'envie d'être avec l'autre, quelle que soit la couleur de sa peau ou son origine, parce qu'un autre monde est possible, une autre France est possible. L'esclavage est un passé très présent. Ce crime contre l'humanité a engendré le racisme, la ségrégation et tant de formes de discrimination. Le racisme est inacceptable. Celles qui m'ont précédé et celui qui m'ont précédé ici l'ont dit et l'ont répété. Je vous propose de faire une expérience. Et je m'adresse aux originaires d'outre-mer en particulier. Nos collectivités, nos régions sont soumises aux mêmes règles que les collectivités de l'Hexagone. Et pourtant, dans sa représentation officielle, nos collectivités de Guadeloupe, Guyane, Martinique, l'île de la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas dans la représentation officielle de la France, car la France n'est incarnée que par deux territoires, l'Hexagone et la Corse. Est-ce normal, lorsque l'on dit que nos régions, nos territoires, sont des territoires français? N'est-ce pas là une injustice qui perdure et qui va à l'encontre de la Constitution française? La France est une et indivisible. Et pourtant, nous n'existons pas. Lorsque des territoires sont niés, eh bien cela veut dire que l'on nie également les problématiques inhérentes aux populations de ces dits territoires. Et lorsque nous ne disons rien, nous sommes complices des injustices que nous subissons, et cela de génération en génération. Et pour que cela change, nous devons tous comprendre que nous sommes toutes et tous des leaders, vous et nous. Nous sommes tous engagés pour une autre France, parce qu'une autre France est possible. Autre exercice, et là je m'adresse à tous les Français. Regardez la télévision, regardez le service public
en particulier, évidemment, puisque le privé fait mieux. Regardez France 2, France 3, France 4, France 5. Pas un visage en tant que présentateur, pas un visage noir, pas un visage asiatique. Quelle est cette France qui est la nôtre et qui se dit pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité? Et donc, cela doit cesser aussi. Notre engagement doit permettre que cette France change et se regarde telle qu'elle est. L'élection d'Emmanuel Macron, puis les législatives, ont justement fait de la France un pays qui, au sein de l'hémicycle, eh bien, nous offre tous les visages de la France, toutes les couleurs de la France. Tous les cultes de la France sont représentés au sein de l'hémicycle. Et cela ne se traduit pas dans les médias publics. Il faut que ça change. L'esclavage est un passé trop présent. Et donc nous plaidons, nous exigeons désormais en France, parce que nous avons entendu trop longtemps et qu'il y a aujourd'hui trop de générations sacrifiées, nous exigeons une politique de quotas que nous souhaitons baptiser diversité représentative. Et la diversité, ce ne sont pas, contrairement au concept de diversité qui depuis 2005 a malheureusement échoué, ce n'est pas les non-blancs qui représentent la diversité, mais bien l'ensemble de la population française, du blond aux yeux bleus, au noir le plus foncé. Toutes les populations, tous les citoyens français appartiennent à la diversité. Et donc nous plaidons pour une diversité représentative. Je voudrais terminer en parlant de l'Afrique. Le continent doit être déporté, les millions d'Africains. L'Afrique, pas seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau de la civilisation. L'esclavage est un passé très présent. Depuis 15 ans, je me bats pour que les instances africaines, les différents pays, instaurent une journée à la mémoire des millions d'Africains déportés, quand on sait que sur le continent, le culte des ancêtres est quelque chose d'essentiel, alors que pour ces millions d'Africains, il n'y a rien. Il n'y a rien. L'Union africaine ne fait rien. Nous dit, oui, c'est très bien, c'est un bon projet, et rien n'est fait. Peut-on imaginer ici qu'Israël, que nos frères juifs ne commémorent pas, n'aient pas plusieurs journées à la mémoire des leurs qui ont été exterminés dans les camps de concentration, et que seule l'Allemagne commémore? Jamais une telle chose peut être envisagée, ni même expliquée. Et pourtant, c'est ce que l'Afrique fait. Et donc nous, aujourd'hui, avec les membres de la société civile sur le continent, eh bien nous allons instaurer une journée. Et cette journée sera probablement celle du 18 novembre, parce que vous le savez, face à l'esclavage qui perdure en Afrique, esclavage vivace, à ce que certains ont découvert en Libye, vous avez probablement été des nôtres lorsque j'ai organisé cette manifestation le 18 novembre ici à Paris, pour que le monde soit alerté sur ce qui est perpétré encore sur le continent africain, avec la complicité de l'Union européenne et des différents États d'Afrique. L'esclavage est un passé trop présent, et aujourd'hui nous marcherons pour nos aïeux, pour nos parents, pour nos ancêtres, mais surtout pour nos enfants et les générations futures. Tout le monde debout. Merci. Vous savez, tout le monde parle avec le cœur, mais si on parle avec des papiers, c'est pour ne pas être trop long. Alors, la parole de Claudie est comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, la parole de Claudie est formidable, et nous devons l'entendre, et nous devons la comprendre, et nous devons la partager. Ça n'est pas fini. Dans très peu de temps, nous partirons pour la marche. Dans très peu de temps, il y a quelques panneaux, justement, ceux qui vont représenter le mémorial qui va être placé au musée des Tuileries. Le chef de l'État l'a promis. Nous lui rappelons sa promesse tout à fait régulièrement. Je vais appeler le représentant de Madame Hidalgo, la maire de Paris, nous permet d'avoir quand même cette place.
à nous dire quelques mots. Monsieur Emmanuel Grégoire. Suivant vos conseils, je vais lire mon papier pour être sûr de ne pas être trop long. Et l'objectif est que nous puissions marcher tous ensemble. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations, chers amis, monsieur le Président, cher Serge Romana, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse aujourd'hui à vous, en cette seconde journée nationale, en hommage aux victimes de la traître et de l'esclave coloniale, qui marque les 20 ans de la marche du 23 mai 1998. L'officialisation de cette date du 23 mai l'an dernier par la loi Égalité réelle des Outre-mer est le fruit d'un long combat. C'est votre combat, c'est notre combat. Un combat populaire qui a été porté par l'association CM 98 et engagé le 23 mai 1998 à Paris, place de la République, à l'occasion de la marche silencieuse de 40 000 Antillais, Guyanais et Réunionnais en hommage à leurs aïeux esclaves. Des victimes anonymes parce qu'on leur avait tout ôté, jusqu'à leur nom, leur identité, jusqu'à leur dénier toute humanité. Et c'est la raison pour laquelle le combat mené par les descendants d'esclaves pour retrouver leurs origines a été et reste si fondamental. Honorer les victimes, transmettre l'histoire et la culture des sociétés qui ont subi l'esclavage colonial, c'est aussi continuer la lutte pour la libération complète des femmes et des hommes qui subissent encore aujourd'hui les réminiscences de l'esclavage que sont le racisme, la xénophobie et la haine. C'est pourquoi la ville de Paris soutient les initiatives pour inscrire dans notre ville la mémoire des victimes de l'esclavage. C'est pourquoi Anne Hidalgo a souhaité que je la représente ici, afin de vous assurer de notre soutien plein et entier à la marche qui nous rassemble cet après-midi. 20 ans après, pour honorer les aïeux, certes, mais également, comme l'a indiqué le slogan de la marche, pour nous-mêmes et nos enfants, vous l'évoquiez à l'instant. Cette marche de l'émancipation démarre ici, place du Louvre, Palais Royal, avant de devenir un musée. Pour arriver place de la République, nous ne pouvons y voir qu'un très beau symbole. Car il nous incombe aujourd'hui un devoir de mémoire, de vérité, de justice, mais aussi un devoir d'apaisement et de réconciliation. Il nous faut aussi continuer de porter ensemble le combat pour l'égalité, contre la haine, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les discriminations, contre toutes les oppressions. Je salue aujourd'hui le travail inlassable de l'association CM 98 et je m'incline devant vous qui cultivez la mémoire vivante des esclaves, mais qui vous engagez aussi au présent pour promouvoir notre diversité, vous l'évoquiez à l'instant, qui fait notre richesse, pour faire vivre la fraternité, qui est notre plus solide bouclier face au risque de division, pour faire grandir enfin notre vivre ensemble. Merci à tous pour votre engagement, merci à tous pour tout ce que vous faites au quotidien, pour éloigner l'ombre et libérer la lumière. Je vous remercie. Bonne marche. Merci Monsieur Grégoire. Je vous rappelle qu'il représentait Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo. Je vais appeler la représentante de Monsieur Russier, le maire de Saint-Denis. Alors pourquoi le maire de Saint-Denis prend la parole aujourd'hui? Il faut que nous connaissions aussi notre histoire récente, parce que Saint-Denis a été une des premières villes dans le 93 à célébrer cette mémoire avec le CM 98. Saint-Denis a été la première ville d'Île-de-France qui a pu chaque année, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui je crois, accueillir le CM 98. Alors je vous demande d'applaudir Madame Pavilla qui va parler au nom de Monsieur le maire de Saint-Denis. Frères et sœurs, bien bonjour. Mesdames, Messieurs, cher Serge, responsable avec tous les organisateurs de cette marche, cher Emmanuel Gordien, président du CM 98. Je suis très fier de représenter la ville de Saint-Denis, le maire et l'ensemble de la majorité municipale pour partager avec vous ce chemin parcouru. Comme cela vient d'être dit, la municipalité de Saint-Denis
a compris très rapidement la démarche du CM 98. C'est ainsi qu'elle organise, depuis 2004, une cérémonie républicaine pour rendre hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Elle a accueilli et soutenu financièrement, de 2008 à 2014, le grand rassemblement régional organisé par le CM 98 Limier-Bayo. Ce matin encore, c'est devant un public nombreux que nous avons rendu hommage aux victimes de l'esclavage colonial en présence d'une classe du lycée Paul-Éluard qui a été visiter le Mémorial Act en Guadeloupe pour découvrir ce travail sur la question de l'esclavage. La ville a soutenu ce combat pour l'obtention d'une date pour les victimes parce que ce combat est venu de la base d'un mouvement populaire. Qui mieux que des descendants de cette histoire pouvait en parler? Nous continuerons donc à soutenir ce travail en partenariat avec le CM 98, mais aussi toutes les associations et notamment l'association Songer qui vient d'être créée à Saint-Denis, dont l'objectif premier est de faire vivre la mémoire de nos aïeux esclaves, notamment à travers son mémorial qui a été financé en totalité par les Antillais descendants d'esclaves qui vivent à Saint-Denis, mais aussi en élargissant son champ d'activité à la lutte contre toutes les discriminations, la promotion d'une citoyenneté active et la valorisation de la culture caribéenne. Il est absolument nécessaire de continuer à transmettre aux jeunes générations l'origine et les causes de cette abomination qui toucha plus de 12 millions d'Africains déportés vers les Caraïbes et les Amériques du Nord et du Sud. Tout cela pour assouvir les immenses désirs de profit d'une poignée de nobles européens, producteurs de sucre et de café, précurseurs d'un capitalisme acharné et qui a engendré de fait le racisme que nous connaissons aujourd'hui. Pour terminer, je voudrais aussi rendre hommage au CM 98 pour tout le travail qui a été accompli et qui a permis qu'un grand nombre d'entre nous soit devant vous aujourd'hui et assure cette histoire avec dignité et beaucoup d'espérance. Un Guadeloupéen avec lequel j'étais étudiant, nous avons conversé un peu et il me disait qu'il était déjà là il y a 20 ans. Il y a 20 ans, moi j'étais en Guadeloupe lors de la première marche et il m'a fait presque regretter de n'avoir pas été là il y a 20 ans. Et 20 ans plus tard, ce sont des temps qui ont passé. 20 ans, c'est une génération. 20 ans, vous êtes encore là, ceux qui y étaient là il y a 20 ans, et d'autres qui veulent ici, dans cette marche triomphale, dans cette marche silencieuse, témoigner. J'ai vu parmi vous des qui sont venus ici il y a longtemps, travailler, qui cherchaient simplement à vivre et vivre mieux. J'ai vu des étudiants qui sont venus pour un espoir de retour. J'ai vu aussi des Guadeloupéens, des Guyanais, en tout cas des Antilles-Guyanais, et ceux que nous aimons appeler métropolitains, qui sont parmi nous. Je dis métropolitains parce que je parle des personnes comme M. Hérault, puisque je n'appelle pas négropolitains nos Guadeloupéens qui sont nés ici. Donc, je parle de M. Jean-Marc Hérault, qui est venu, et d'autres qui sont venus ici avec nous témoigner de leur volonté de refus. Eh bien, mes amis, en 20 ans, beaucoup de choses se sont passées. Des artistes ont créé, des historiens ont cherché et ont sorti de l'oubli la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de l'ignominie, la mémoire, une certaine mémoire de la fierté. Mes chers amis, je l'ai dit, nous sommes les seuls, je parle de nous, de notre couleur, qui,
partout où ils passent, partout où ils sont de par le monde, sont obligés de faire la preuve de leur appartenance au genre humain. Cela est inadmissible. Chers amis, nous allons marcher. Mais quand nous aurons fini de marcher, nous n'allons pas attendre 20 ans. 20 ans, c'est une génération. Nous allons continuer à témoigner, continuer à créer, continuer à dire que nous voulons être à la table de l'humanité comme chacun des membres de cette vie et de ce monde. Voilà ce que je viens dire. Et si je fais entendre mon indignation à l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement pour nous, Antillais-Guyanais. Je l'ai fait entendre pour le monde entier. Et je l'ai fait entendre à l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée qui avait proclamé que nul ne pouvait être esclave sur le sol de la République, même si cet esclavage a été rétabli. Voilà ce que nous témoignons. Alors nous aspirons à être. Mais si nous voulons être, il faut que nous-mêmes, nous prenions la responsabilité d'être. Alors continuons dans l'action, continuons dans le monde associatif, continuons à créer. Et plus nous créerons, plus nous convergerons, plus nous mettrons ensemble des idées, plus les yeux de nos enfants espéreront et brilleront, plus nous serons à la table de l'humanité. Merci beaucoup. Bien. C'était bien, hein? Bon, est-ce que vous entendez bien tout ce qui se dit? Oui, je suis bien. J'entends. Vous dis-moi ça. Mais oui, vous entendez bien? L'union fait la force. Merci beaucoup. Comme Greg vous a dit, il y a quelques jours, nous étions à Cannes, dans un grand rêve. C'est un rêve qui est devenu réalité, grâce à Aïssa Maïga, grâce à nous, mais aussi grâce à vous. Parce que nous existons dans ce métier grâce à vous tous. Donc déjà, merci. Mesdames, Messieurs, à l'invitation du président Romana, le collectif Diasporact a répondu présent sans une once d'hésitation. C'est dès lors, au nom du collectif d'actrices pour nos droits civiques, que je m'exprime ce 23 mai 2018. Certains d'entre vous le savent, 16 comédiennes se sont réunies à l'initiative d'Aïssa Maïga pour écrire un livre « Noir n'est pas mon métier ». Cet ouvrage rassemble nos témoignages relatifs à l'exercice du métier d'actrice en France au XXIe siècle, lorsque l'on a la peau noire ou métissée. Ce texte fait un zoom sur cet imaginaire français, héritier des pires périodes de l'histoire. Cet imaginaire terrifiant reste non seulement ancré dans le cinéma, mais est nourri par le cinéma lui-même, en offrant des rôles d'un autre temps aux actrices noires françaises d'aujourd'hui. En 2018, il est plus que temps de bousculer le monde du cinéma, de l'inviter à représenter la société dans son ensemble, à inclure les visages qui sont les nôtres, ceux de son histoire, pour les mettre dans ses histoires sur grand écran. Il est urgent, dans le contexte actuel, que le cinéma dépasse les assignations et les caricatures. Alors, si je suis présente aujourd'hui au nom de toutes les miennes, c'est pour rendre hommage à la mémoire des victimes de l'esclavage, avec un regard sur l'avenir. Car si nous rendons hommage, c'est aussi pour l'avenir, dans un mouvement qui est celui de mon métier, de notre métier, le mouvement de la création, donc de la vie. Les esclaves, nos parents, ont dû s'affranchir de leurs chaînes. Or, certaines séquelles de ces chaînes sont encore actives, malgré l'immense travail qui a été réalisé par l'association de M. Romana,
Malgré la loi historique de reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, il reste des chaînes, des murs, des frontières et des cloisons intolérables pour notre pays. En tant qu'artistes, nous avons une responsabilité, de faire vivre la loi Taubira dans les consciences, de poursuivre l'émancipation vers un affranchissement réel pour nous projeter vers l'écriture d'une histoire où nous sommes égaux, libres, créatifs, mais sans jamais oublier. Diasporact présente ce jour, non seulement parce que nous sommes noirs, mais surtout parce que nous sommes des artistes françaises, conscientes et responsables, parce que nous voulons nous raconter librement, des citoyennes. L'art est un levier d'une puissance fabuleuse pour faire bouger les lignes et les mentalités. L'art est aussi un levier pour toute forme de propagande et de repli identitaire. Le cinéma ne doit plus se replier sur une fausse image de la France, ni véhiculer une image des Noirs dangereuse pour tous et pour toutes. Le cinéma est là pour créer de nouveaux horizons, promouvoir toutes les forces qui font que la France est le pays des Lumières et de la liberté. Dès lors, si Cannes était un symbole fort où nous avons monté les marches, il faut désormais trouver une solution urgente pour que nos principes républicains et nos fondamentaux d'égalité, de fraternité, de sororité et d'universalité, au regard de cette histoire que nous commémorons aujourd'hui, puissent trouver une application réelle dans la création en général et l'audiovisuel en particulier. Les invitations à une représentation plus juste de la diversité française, les incitations à des récits véritablement inclusifs doivent devenir la norme. Quota ou financement dédié, le débat doit avoir lieu. Les outils et les moyens doivent être mis en place pour que la France devienne une et indivisible aussi à l'écran. Pour faire bouger un inconscient collectif depuis trop longtemps figé, et si le mot quota écorche les oreilles de la République, alors on va en inventer un qui rassemble comme il a été fait pour la parité homme-femme, mais faisons-le, car nous avons trop longtemps cru à cette égalité réelle, déjà prévue dans la Constitution, et tout avance trop lentement. Les pas de fourmis et les miettes ne nous suffisent plus. N'oublions pas ce que disait Césaire. Les artistes sont les législateurs de l'ombre. Dès lors, c'est notre place d'actrice que de prévoir, prévenir, guérir, se souvenir pour construire autrement et avec tous et tout le monde de demain. Seul, on peut marcher vite, mais ensemble, on marchera beaucoup mieux. Alors plus faute à ce tout, plus faute et une bonne marche. Merci France, je suis désolé qu'elle n'ait dit que les actrices, mais il y a aussi des acteurs parmi nous, hein, et nous aussi nous en avons besoin. Ah oui. Ah ben, bonjour tout le monde, je suis Mata Gabin. Bonjour. Bonjour, je suis Charles Soignon, je suis ravie d'être là. Et faites du bruit pour montrer que vous êtes là ensemble pour cette marche. Merci pour votre amour. Bonsoir, Maïmouna Gueye, descendante de Césaire aussi, et surtout de Senghor. Ils étaient très amis. Bonjour, Sabine Pacora. Je suis fière, heureuse de faire cette marche avec vous. Bonjour, moi c'est Marie-Philomène Ga, fière d'être des vôtres, fière d'être avec vous. Merci pour votre accueil. Alors, je suis Firmine Richard, la doyenne du collectif. Merci mesdames. Bon alors, puisque vous êtes un petit peu chaud comme ça, je vais demander à madame Christiane Taubira de venir nous dire quelques mots. Désolé, hein. Et je me dis, Bordeaux et Nantes et Liverpool
et New York et San Francisco. Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans le scintillement des gemmes. Qui peut se vanter d'avoir mieux que moi? Virginie, Tennessee, Géorgie, Alabama, terre rouge, terre sanguine, terre consanguine. Ah, ce qui est à moi aussi, une petite cellule dans le Jura. Une petite cellule, la neige la double de barreaux blancs. Ce qui est à moi aussi, c'est un homme seul, emprisonné de blanc. Un homme qui défie les cris blancs de la mort blanche, Toussaint Louverture. Vous avez reconnu Aimé Césaire. Nous savons tout. Nous savons tout des razzias, des souffrances silencieuses, des résistances ingénieuses, de la prospérité des ports atlantiques, de l'essor des comptoirs coloniaux, du marronnage, de l'opulence des négociants, de l'émergence de fortunes commerciales et rentières, des insurrections victorieuses. Nous savons tout. Nous savons aussi l'inépuisable créativité de celles et de ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni le canon, mais sans qui la terre ne serait pas la terre. Nous savons tout, et nous le savons depuis longtemps. Donc nous savons ce qu'il faut penser de ceux qui prétendent ne pas savoir ou ne pas comprendre. Nous savons tous de nos héroïnes, de nos héros, des Amériques, des Caraïbes, de l'océan Indien, de l'Afrique. Nous savons tous sur les abolitionnistes, célèbres ou anonymes, sur les ouvriers, les tisserands, les paysans, les gens ordinaires, les petites gens solidaires en Europe. Donc nous savons que l'argument sur les mentalités de l'époque et les lois de l'époque est un argument spécieux et injurieux. À preuve, les révoltes qui ont commencé au premier jour et n'ont cessé qu'à la fin. À preuve, ces esprits comme Épiphane de Moiran, moine capucin jurassien, ou Francisco José de Jaca, moine capucin aragonais, il récusait le système esclavagiste. Et il le faisait sur le fondement de la religion et du droit. Le droit sous toutes ses formes, sous tous ses angles. Le droit divin, le droit naturel, le droit des gens. Le droit canon, le droit civil, le droit de la guerre même. Le droit national, le droit international. Mais il convoquait aussi les droits humains et la lumière de la raison. Et ce n'était pas en 1848, c'était dans les années 1680, soit avant la promulgation du Code noir de 1685, qui déclarait que les esclaves sont des biens meubles. Louis Salamolins nous les a rendus familiers, mais il nous a rappelé aussi leur plaidoyer implacable pour les réparations. Nous entendons dire qu'il n'y a pas de saison pour accepter l'injustice, qu'il n'y a pas de saison pour s'accommoder des discriminations, des stigmatisations, des crimes, quel que soit le prétexte, que ce soit l'apparence, la couleur de la peau, le handicap, les affinités amoureuses, la religion, la culture. Il n'y a pas de saison pour s'en accommoder ou le tolérer. Et nous ne faisons pas de ça une marque de notre héroïsme.
Sonny Rupert proclame « Je ne veux pas être un héros. Je suis une banderille dans l'étrange panoplie fichée en forme d'étoile dans le cœur sec des profiteurs. » Nous allons donc fouler le pavé, là où il n'y a pas de pavé, les bitumes, ensemble, pour dire ce qui fut et nous en souvenir. Mais ensemble aussi, nous allons combattre ce qui est, car aujourd'hui encore, ici et ailleurs, on capture, on vend, on torture, on viole, on tue, par préjugés et par cupidité. Que l'on agresse des vieilles dames vulnérables, des femmes, des jeunes filles, des jeunes gens, des hommes, des enfants, qui que ce soit, et quel que soit le prétexte, qu'il soit simplement imbécile, qu'il soit vénal, qu'il soit cruel, c'est nous qu'on agresse. Et nous entendons n'être ni complices, ni indifférents. Alors, nous allons lier tous ces combats, nous unir pour les porter parce que c'est le gage de leur aboutissement. Et nous avons à la fois la passion et la force pour le faire. Notre ressort est indestructible parce que nous tenons justement de ces générations qui ont souffert et qui ont lutté. Nous tenons de ces générations une volonté inébranlable, servie par une résilience phénoménale. Nous croyons en l'égalité, nous croyons que la fraternité nous fait devoir être vigilants pour protéger les autres. Nous voulons un monde de solidarité et de fraternité. Nous avons choisi de vivre sans haine, mais avec exigence, et nous cultivons la joie. C'est pour cela que nous allons laisser le dernier mot à Léon Gontran-Damas, qui n'était ni un doux, ni un rêveur, ni un oublieux, ni même un conciliant, et qui pourtant assurait qu'il n'est plus bel hommage à tout ce passé, à la fois simple et composé, que la tendresse, l'infinie tendresse qui entend lui survivre. Bon, mesdames et messieurs, merci beaucoup.